Votre fibre optique qui vous écoute, du bypass de MFA par IA ou comment contourner la restriction d'âge avec une fausse moustache. Bonjour et bienvenue dans Backslash. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue encore dans cet épisode du mois de mai de Backslash, l'épisode 5, le podcast qui décortique l'actualité de la cyber et de la tech en général. Je suis Florian, je serai votre hôte pour tout cet épisode et aujourd'hui avec moi, je serai accompagné encore une fois de deux fidèles chroniqueurs que sont déjà Johan. Bonjour Johan, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Fatigué, mais ça va. Ça se voit dès l'intro. Voilà, ça se voit dès l'intro. Je préfère être franc directement, et notamment pour ceux qui nous écoutent en podcast, qui ne voient pas ma tronche fatiguée. Et aussi, de l'autre côté, justement, du micro, je suis aussi accompagné par Clément. Comment ça va, toi, Clément ? Bonsoir, fatigué, et toi ? Ah, c'est plaisir. Une belle brochette. Au moins, voilà, nos têtes sont homogènes. Voilà, on est tous raccords, c'est parfait pour le maquillage, c'était nickel. C'est ça, on voit plus les cernes sous les yeux, c'est parfait. Et bon, si on est fatigué, pourquoi ? Parce que, évidemment, on a eu une actualité ô combien dense, messieurs. On a pu le constater, puis on va le constater aujourd'hui. On a dû faire du tri, beaucoup de tri, parce que vraiment, ça pullule dans tous les sens ces dernières semaines. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par la revue d'actualité. Et on va commencer, Clément, par du bypass de MFA par de l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, il y a un problème sur le 2FA, désolé pour le mauvais jeu de mots. Une IA aurait hacké ce qu'on appelle la double authentification. Alors spoiler, c'est un peu plus compliqué que ça et c'est justement ça qui au final devrait nous inquiéter. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le 11 mai dernier, donc c'est très récent, le Google Threat Intelligence Group publie un rapport qui a fait justement grand bruit. Dedans, on a le premier cas documenté d'un groupe criminel qui aurait utilisé une IA pour développer un exploit zero day. La cible, c'est un outil d'administration web open source. Alors, il n'a pas été rendu public, mais c'est quelque chose qu'on sent très utilisé. La capacité annoncée, contourner justement la fameuse double authentification ou aussi authentification à deux facteurs, donc le code par SMS ou le code par mail ou le code généré par l'application d'authentification que vous utilisez en plus de votre mot de passe. Et donc cette couche, c'est souvent un peu le dernier rempart sérieux qui permet d'éviter parfois de se faire hacker. Mais justement, avant de s'emballer là-dessus, quelques précisions qui vont quand même changer la lecture. L'exploit développé ne bypasse pas le MFA, on va dire à froid. Il faut d'abord des identifiants valides qui ont été compromis en amont. On n'est pas non plus sur une exploitation type crash ou corruption mémoire, pas de buffer overflow, pas d'exécution de code distance au sens classique. On n'est pas sur un truc où les gars cliquent sur un bouton et ça y est, tout est exploité et notre monde va s'écrouler puisque même le 2FA ne nous sécurise plus. Donc là, on est face à une faille logique. En fait, il y a une hypothèse de confiance qui est codée en dur dans le workflow d'authentification. Le programme va supposer qu'une condition reste vraie dans tous les cas, et l'exploit démontre que non. Il existe un chemin où cette condition ne tient plus, et c'est là que du coup l'exploit fonctionne et bypass le 2FA. Alors Google l'a identifié et il l'a tagué comme étant détecté grâce à de l'IA. Alors pourquoi est-ce qu'il l'attribue à l'usage de l'IA ? C'est que le code Python qui a servi à exploiter ça était très structuré et ils ont trouvé dedans des docstrings, on va dire très pédagogiques. Ils ont qualifié ça de style manuel scolaire. Et puis il y aurait des informations visiblement un peu hallucinées ou incohérents par rapport au contexte. Donc c'est des marqueurs qui sont assez caractéristiques d'une utilisation d'un LLM, et donc pas un script vraisemblablement écrit à la main par un attaquant expérimenté. Alors c'est là que l'affaire dépasse un peu le simple fait divers. Google le précise dans son rapport. Ce n'est probablement pas Gemini qui est l'intelligence artificielle qui est développée par Google. Donc, globalement, ils la connaissent plutôt bien. Ils attribuent ça à un autre modèle ou à un workflow LLM qui pour le moment n'est pas identifié, ils n'ont pas réussi à trouver d'où ça venait. Ce qui aurait rendu possible la découverte, c'est la capacité des modèles à lire l'intention d'un développeur et à repérer les contradictions dans les exceptions qui seraient codées en dur.
Donc on n'est pas sur un scanner automatisé, du fuzzing, voilà, on est sur un raisonnement sémantique, sur de la logique métier. Et c'est précisément ce que les gros groupes criminels, voire étatiques, organisés, sont en train de systématiser. Ils n'utilisent pas les LLM que pour générer du code, ils les utilisent pour raisonner sur des failles de conception. Pour info, la campagne d'attaque qui était prévue a été interrompue avant la phase d'exploitation de masse, puisque Google, bien sûr, a prévenu le projet open source concerné pour qu'il puisse patcher ce problème-là. C'est moins sensationnaliste que ça en a l'air quand on rentre dans le sujet, mais quand on commence à utiliser les LLM pour aller chercher des erreurs de conception logicielle et pas juste le bug technique écrit dans le code, on a encore de belles journées devant nous. Toujours trop fort les gars de Google Threat Intelligence à chaque fois pour ce genre de choses. Après, c'est un peu déprimant qu'ils disent c'est forcément une IA qui l'a fait parce que c'est chaud à trouver et c'était bien écrit. Ils ont dit que c'était trop scolaire. Ouais, mais bon. C'est souvent le cas. C'est vrai que maintenant, l'indicateur, c'est trop propre, donc c'est de l'IA. Alors que je le lis le code des devs et d'habitude, quand l'IA l'écrit, c'est pas trop propre. Maintenant, on va enchaîner avec justement l'autre actu. C'est le printemps, les oiseaux gazouillent, les beaux jours arrivent, mais pas pour Linux et ni pour Windows, Johan. Oui, parce que on a un Windows qui est en train de crouler sous les vulnérabilités depuis quelques jours. On a une XSS sur Exchange, on a 2 attaques, donc Mini Plasma, Green Plasma pour Windows 11. On a une faille sur BitLocker qui s'appelle YellowKey. Bref, on a une sacrée dose de vulnérabilité, donc principalement de quoi élever les privilèges sous Windows. Mais c'est pareil côté Linux, qu'on soit pour une équipe ou pour l'autre, on est servi ce mois-ci. Malgré la sortie de Linux en version 7 très récemment, une salve de vulnérabilité qui concerne toutes les versions avant Linux 7. Donc ça a commencé avec notamment une vulnérabilité qui a été nommée CopyFail. CopyFail, c'est quelque chose qui a été introduit en 2017, qui était à l'origine une optimisation pour le kernel Linux, mais grâce à l'IA, on a réussi à découvrir que cette optimisation a créé aussi une faille, qui est une élévation de privilèges. Donc une élévation de privilèges permettant de passer d'un utilisateur non privilégié, par exemple votre utilisateur commun sur l'OS, jusqu'à root. Là où c'est intéressant, c'est que ça permet de faire ça, mais ça permet aussi éventuellement de sortir d'un conteneur, que ce soit Docker, Kubernetes, etc., par ce biais. Et ça aurait pu s'arrêter là. Malheureusement, quelques jours plus tard, on a CopyFail 2, qui a été renommé DirtyFrag. Le retour. J'ai failli la faire. Qui est du coup une vulnérabilité du même type, en tout cas qui repose sur les mêmes primitives. Et encore quelques jours après, Fragnesia, qui a été créé grâce au correctif DirtyFrag. C'est-à-dire qu'en voulant corriger DirtyFrag, les devs ont créé une nouvelle vulnérabilité, Fragnesia. Et le 18 mai, donc c'est-à-dire avant-hier, 4e vulnérabilité, DirtyDecrypt, qui, comme les 3 autres, permet d'élever ses privilèges sous Linux. Donc voilà, qu'on soit sous Windows, qu'on soit sous Linux, aujourd'hui c'est un sale temps, vaut mieux patcher rapidement. Mais là où c'est intéressant, c'est que notamment sur les 4 vulnérabilités qui ont été identifiées là sous Linux, 3 d'entre elles ont été découvertes grâce à l'IA. La 4e, c'est pas qu'elle n'a pas été développée ou trouvée par l'IA, c'est juste que l'auteur n'a pas communiqué dessus. Mais en tout cas, les 3 premières, c'est clairement le cas. Et si je me trompe pas, Florian, c'est un peu ce dont tu vas nous parler là maintenant, c'est de la découverte de vulnérabilité grâce à l'IA. Et oui, parce que on en parlait justement le mois dernier, Claude Mythos, le modèle surpuissant d'Anthropic, est mis à contribution chez certaines entreprises shortlistées par Anthropic et dont Mozilla Firefox. Il se trouve qu'ils ont eu le 7 mai dernier un article où ils publiaient le fait qu'ils avaient trouvé 271 vulnérabilités dans Mozilla Firefox grâce à Claude Mythos Preview, avec une sévérité non négligeable. Notamment, ils ont trouvé dans le panel 180 vulnérabilités qui ont été classées comme hautes, 80 qui sont en modéré et 11 en bas niveau. Certaines apparemment dormaient depuis un certain moment parce que il y a eu notamment un bug vieux de 15 ans dans l'élément HTML label et un autre vieux de 20 ans dans XSLT, ainsi que plusieurs contournements de sandbox. Bref,
On n'est pas là pour entrer dans le détail, mais toujours est-il que 271 vulnérabilités en un mois. Firefox publie tous les mois et là, on est vraiment sur le top au niveau du nombre de vulnérabilités qui ont été trouvées par Mythos. Notamment, là, le vrai déclic, c'est que c'est pas seulement le modèle, mais c'est le harness agentique construit autour. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient testé avec d'autres modèles, notamment avec des premières tentatives avec GPT-4 et Sonnet 3.5, donc de Claude, en analyse statique, où ça générait trop de faux positifs au début pour passer à l'échelle en production finalement. Mythos construit et exécute ses propres cas de test pour vérifier si un bug existe vraiment avant de le signaler, d'où le taux de faux positifs quasi nul revendiqué par Mozilla. Alors le quasi nul, je mets des guillemets avec les doigts, parce que on n'a pas les chiffres. Et du coup, Mozilla, au vu de ses résultats, compte industrialiser les démarches en intégrant ce pipeline directement dans son processus de développement pour vérifier automatiquement chaque nouveau code avant qu'il ne soit commité. À noter tout de même quand même que le scepticisme persiste, notamment parce que Mozilla n'a pas chiffré justement ce que recouvre le Almost No False Positives et que les mêmes techniques pourraient servir aux attaquants. L'arme est donc à double tranchant. Voilà. Pour moi, sur l'audit de code, c'est le vrai sujet. C'est comment est-ce qu'on arrive à réduire le taux de faux positifs, le taux d'hallucination, de POC non fonctionnels qui permettrait effectivement d'éliminer une grosse partie des failles qui sortent dans le code, et pour se concentrer après sur les trucs plus complexes de business logic error et compagnie. Totalement. On va enchaîner avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Et si votre Wi-Fi pouvait vous voir tout nu? Apparemment, c'est ce que fait l'outil dont tu vas nous parler, Clément. Alors tout nu, je sais pas. Mais en tout cas, il promet, le projet GitHub dont je parlais promet de transformer votre Wi-Fi en scanner de corps humain. Voilà. Je sais pas s'il détecte ou pas les vêtements, mais voilà. Et c'est quand même un projet à 60 000 étoiles sur GitHub. C'est quand même assez. Oui, mais combien l'ont essayé sur les 60 000 tu vois Il y a juste une trend autour de ça, et justement, je vais en parler parce que c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc, le projet GitHub s'appelle Ruview. C'est un projet donc développé par un gars qui s'appelle RuvNet, plutôt semblable. C'est disponible sur GitHub. Promesse détecter une présence humaine, estimer une posture, mesurer la fréquence respiratoire sans aucune caméra, juste grâce aux signaux du Wi-Fi qui circulent dans votre pièce. Le matériel nécessaire. Alors, on va parler un petit peu tech. 3 cartes ESP32, alors -S3, ça a son importance certainement. Un microcontrôleur Bluetooth Wi-Fi grand public. Et surtout, c'est qu'au final, le budget annoncé pour pouvoir faire tourner ça, c'est à peu près une cinquantaine d'euros. Donc c'est quand même très largement accessible. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ce projet-là sort pas de nulle part, puisqu'il s'appuie sur une technique qui existe depuis plus de 10 ans. Le principe s'appelle le Wi-Fi Sensing. Ça repose sur ce qu'on appelle le CSI, le Channel State Information. En gros, le signal Wi-Fi va se déformer quand un corps se place devant lui. Et on peut analyser ces déformations et en déterminer du coup des positionnements, des mouvements, etc. Dès 2013, il y a des premiers travaux scientifiques qui traitent ce sujet-là. À l'époque, on arrive à reconnaître 9 gestes simples dans des conditions de laboratoire très contrôlées. C'est vraiment un truc qui fonctionne, on va dire, sur le papier. Et donc aujourd'hui, des projets comme Ruview visent 17 points de repère sur le squelette humain, la fréquence cardiaque et carrément le rythme respiratoire. Ce qui a changé, l'IA embarquée pour extraire des données plus fines et surtout un matériel devenu accessible à peu près n'importe qui, comme je disais, 50 €, c'est quand même beaucoup plus simple. Niveau standard aussi, Wi-Fi, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans, puisqu'on est sur des standards plus récents, mais qui vraiment deviennent, qui visent à uniformiser les usages des différents appareils du commerce, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Là, on est vraiment sur la logique de tout appareil Wi-Fi va fonctionner exactement de la même manière, quel que soit le type de Wi-Fi proposé. Ce qui pose une question sur le projet Ruview en question, c'est les performances annoncées. Sont-elles réelles? Est-ce qu'on est encore dans de la démonstration très encadrée? Alors, des sources indépendantes, plein de gens sur Twitter, essentiellement, ont testé le projet, ont pointé des problèmes de conf, des problèmes de précision dans les conditions réelles. La documentation du projet est globalement très riche, peut-être un peu trop. Les performances chiffrées, elles restent autodéclarées, elles n'ont pas été mesurées au laboratoire, il n'y a pas forcément de suivi scientifique de cette chose-là. À noter, le signal Wi-Fi reste très sensible
au mobilier, à l'orientation des antennes et à tout bruit radio ambiant qui pourrait perturber le fonctionnement. Donc on ne sait pas encore si on est sur un prototype convaincant ou un effet de communication. Le monde tech n'a pas encore totalement tranché ce projet open source précis. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce qui était réservé à des labos de recherche il y a 10 ans est capable, en tout cas aujourd'hui, de tourner sur du matériel, comme on disait, à 50 euros. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pas est-ce que ça marche vraiment, mais dans combien de temps ça va devenir tout à fait banal. C'est vrai que pour le coup, ça fait un bon POC éventuellement pour au moins lancer C'est ça. ce qui va suivre tous les forks. Ouais, parce que le SP32, ça coûte vraiment que dalle, quoi. Donc intéressant si ça marche. Mais ça me rappelle tout ce qui était effet tempête, etc. sur les câbles HDMI. Oui. Où au début, c'était très très galère de récupérer ce qui émettait, ce qui était émis par les câbles HDMI VGA. Et finalement, maintenant, pour 15 balles, tu le fais assez facilement. Effectivement. Bon, après tout ça, vous vous dites, moi je vais désactiver mon Wi-Fi, comme ça, je suis tranquille. Dommage, car apparemment votre fibre optique peut également vous espionner. Mais du coup, quelle est donc cette diablerie, Johan ? Jamais s'en sortir. Mais oui, c'est dingue, une fibre optique qui peut nous servir à nous espionner. Non, alors en fait, comment dire, là, pour le coup, je m'éloigne un peu de la cybersécurité, mais parce que le sujet m'intéressait. Et en effet, ça vient un peu rebondir sur le sujet de Clément. En fait, justement, la fibre optique a longtemps été considérée comme un canal sûr, contrairement aux câbles, on va dire cuivre classique, parce que justement, je parlais de l'effet tempête juste avant. En fait, avec la fibre, il n'y a pas d'émission radio, comme le Wi-Fi, et il n'y a pas d'émission dans les câbles, comme il y a dans du câble Ethernet, parce que c'est de la lumière et la lumière, elle sort pas du câble. Donc, pas grand-chose à intercepter. Mais là, une conférence très récemment qui s'appelle le NDSS, pour Network and Distributed System Security Symposium, qui a eu lieu en fin février. Il y a des membres de l'université donc de Hong Kong qui ont montré que la fibre optique pouvait servir de micro à distance. Donc, on n'est pas sur surveiller ce qu'il y a dans la fibre, c'est là que c'est intéressant, mais plutôt surveiller ce qu'il y a autour de la fibre grâce à la fibre. En gros, depuis 2012, c'est un peu comme sur le Wi-Fi, on le sait depuis longtemps, mais depuis 2012, on sait qu'une onde sonore vient déformer la fibre de manière imperceptible, mais ce qui décale du coup la phase de la lumière qui circule dedans. Du coup, en fait, si on branche un système qui s'appelle un DAS, un Distributed Acoustic Sensing, on est capable de lire ces variations. Le problème, c'est que quand la fibre elle est tendue dans une maison, par exemple, elle vient être collée contre le mur, puis elle descend dans le boîtier. Et en fait, vu qu'elle est tendue, elle est elle vibre pas avec les ondes sonores. Et en fait, ce qu'ont fait ces chercheurs de l'université de Hong Kong, c'est qu'ils ont créé un dispositif qui s'appelle le Sensory Receptor. En gros, c'est une sorte de boîtier qui ressemble au petit boîtier que vous avez chez vous dans lequel la fibre arrive, mais qui va être beaucoup plus sensible aux micro-vibrations de l'air. En gros, le principe, c'est de venir amplifier les vibrations qu'il y a dans ce boîtier-là pour qu'à l'autre bout, on puisse beaucoup plus facilement déchiffrer ce qui passe dans la fibre. L'idée, c'est que leur boîtier doit être, est équivalent à un boîtier fibre classique, donc indétectable visuellement. Alors forcément, on se dit c'est pas très réaliste parce que si on vient changer la fibre chez moi, je vais le voir. Mais justement, l'idée, leur modèle de menace, c'est de dire imaginez un technicien fibre qui arrive ou un sous-traitant. On parle aussi d'un modèle dans une entreprise qui vient changer ce boîtier-là, qui vient juste mettre le fameux boîtier qui amplifie les signaux. Et il peut derrière finalement activer un micro dans vos locaux. Là où c'est intéressant, c'est contrairement aux micros qu'on avait l'habitude de voir dans des séries d'espionnage, là en fait ça passe totalement au travers des mailles du filet parce que ça n'émet rien, ça vient pas. Il n'y a pas de détecteur d'ondes que tu passes devant la lampe et que ça fait bzz, 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 comme dans les films. Exactement. T'as tout compris. Là où c'est intéressant, c'est que eux, avec leur petit appareil et les modèles de détection qu'ils ont mis en œuvre, ils arrivent à détecter des sources sonores avec 80% d'intelligibilité de la parole jusqu'à 2 mètres de la fibre. C'est-à-dire que si les gens parlent
à 2 mètres autour de la fibre, ils arrivent à reconstruire à 80% les conversations. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, eux, ce qu'ils évoquent, c'est que dans beaucoup de bâtiments, que ce soit des immeubles ou dans des entreprises, il y a beaucoup de fibres qui passent, qui sont parfois des fibres noires non utilisées, sur lesquelles en fait quelqu'un pourrait venir se greffer et voir si ça vibre, tout simplement pour écouter un peu ce qui se passe. Donc voilà, ça remet un peu en question, alors encore une fois, on est dans un scénario qui est très hypothétique, mais ça remet en question la manière de détecter finalement l'espionnage, parce que là on se dit, même les locaux techniques qu'il y a dans votre cage d'escalier ou dans certains immeubles partagés peuvent devenir source d'écoute. Ça me refait tellement penser à ces époques où on pouvait écouter des CPU à distance ou des trucs comme ça. C'est vraiment le même genre de délire. J'admire ces mecs qui vont jusque-là pour prouver qu'on peut le faire. Oui, non, mais là, c'est de la dinguerie. Donc bientôt, en fait, là, en 2 news, on sait qu'on peut nous voir tout nus dans notre pièce et savoir ce qu'on dit. Non, mais... T'avais un problème avec ça ou quoi? Non mais moi par contre sur la fibre, alors c'est ultra flippant, ça j'ai pas rien d'autre à dire là-dessus. Par contre moi j'ai la parade. Bon, ils vont faire comme les câbles Ethernet, etc. Ils vont nous sortir des câbles blindés. Alors ce sera pas du blindage pour éviter l'électromagnétisme qui perturbait justement le signal transmis sur les câbles de cuivre, mais peut-être qu'ils vont mettre un truc qui va justement atténuer les vibrations. Si ça devient un vrai sujet, peut-être que si tu ajoutes juste une gaine un peu plus épaisse, parce qu'aujourd'hui les fibres, effectivement, t'as une petite jarretière en plastique autour de la fibre, un petit coup de cutter dans la jarretière, et puis t'as la fibre optique qui est visible, et du coup elle marche plus puisque le signal lumineux se perd. Donc elle est ultra fine, où il suffit de la rendre un poil plus épaisse, et puis avec justement un truc qui va limiter les perturbations. Bon, par contre, il faut enlever les milliards et les milliards de kilomètres de fibres optiques qu'on a déjà installés. Ça, c'est une autre histoire, mais... Effectivement. Après, encore une fois, là, c'est exactement comme pour le Wi-Fi. On est sur un truc qui est pas très avancé. C'est en laboratoire. Tu peux pas écouter la fibre à 2 km, tu vois, même si la fibre est longue. Faut être à une dizaine de mètres maximum. Donc voilà, pour le moment, ça reste quand même très spécifique. Mais voilà, faut savoir que sur la théorie, en tout cas, et sur quelques éléments de pratique, ça fonctionne. De toute façon, c'est comme tous ces trucs-là, hein. Ça a d'abord été testé en laboratoire, et puis ensuite, les mecs, ils se sont mis à industrialiser, à passer à l'échelle, et puis ensuite, ça devient banal. C'est ça, mais dans l'article, par exemple, ils évoquent déjà des cas où ils savent que ça marche pas. Les fibres enterrées, apparemment, posent problème. C'est pour ça que eux misent plutôt sur les gaines dans les locaux techniques, etc. Parce il y a que trop de perturbations naturelles autour de ces fibres-là enterrées, certainement. Exactement, ouais. Merci, Johan. Moi, je vais parler d'un truc qui a du coup pas du tout été testé en laboratoire. Parce qu'il est déjà à l'œuvre actuellement. Je vais vous parler du Royaume-Uni, qui a adopté en 2023 l'Online Safety Act, une loi qui vise à rendre l'usage d'Internet plus sûr, surtout pour les enfants, en imposant de nouvelles obligations aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche, le tout avec des sanctions allant jusqu'à 18 millions de livres ou 10% du chiffre d'affaires mondial si non-respect de la loi. Donc ça, voilà, c'est la loi qui a été adoptée en 2023, et donc les plateformes ont donc légalement la charge d'assurer un devoir de vigilance afin de protéger ces chères petites têtes blondes des réseaux sociaux, des jeux en ligne ou évidemment de la pornographie. Depuis juillet 2025, ça se traduit par l'imposition d'une vérification d'âge biométrique ultra sophistiquée, c'est-à-dire envoyer une photo de son visage, associée ou non à une carte d'identité, la plupart du temps à un outil tiers non géré par la plateforme en question, parce qu'on n'a pas le temps de dev ça en interne, et ainsi, grâce à des algorithmes de dernière génération couplés à de l'IA, les bambins du Royaume-Uni ne peuvent pas accéder à des jeux trop violents ou à Pornhub. Sauf que, d'après une étude menée par Internet Matters sur un panel de 1270 enfants, près de la moitié d'entre eux rapportent qu'il est facile de bypass les vérifications d'âge et près d'un tiers avouent l'avoir déjà contourné. Pour ça, il y a eu un petit panel de techniques qui ont été divulguées par les enfants, notamment entrer une fausse date de naissance, tout simplement, utiliser le compte de quelqu'un d'autre, utiliser l'appareil de quelqu'un d'autre qui est adulte, utiliser un VPN qui est assez minoritaire mine de rien dans le classement, ou alors il y a carrément trompé la reconnaissance faciale en utilisant la photo de quelqu'un d'autre, comme un personnage de jeu vidéo par exemple, ou encore en se dessinant une fausse moustache avec un crayon à sourcils, comme le rapporte une maman après avoir surpris son ado de 12 ans en plein maquillage, et apparemment ce qui a fonctionné. J'imagine la scène de la mère qui rentre dans la pièce à ce moment-là.
Ah non, je sais pas s'il faut l'applaudir, le gamin, dans ces moments-là, mais ça devait être incroyable. Il mérite une médaille. Non, mais surtout, Mais oui. moi, dans ma tête, j'imagine, tu sais, dans les dessins animés, quand t'as le personnage qui revient avec un chapeau, une moustache et l'accent mexicain, tu vois, j'ai vraiment ça où l'algo se dit, oui, c'est une personne totalement différente. Totalement. Blague à part, la vérification d'âge, du coup, arrive également en France via la loi SREN, donc sécuriser et réguler l'espace numérique de 2024, couplée au Digital Services Act européen, avec des mesures globalement similaires. Toujours pareil pour protéger surtout les mineurs vis-à-vis de contenus violents et pornographiques. Mais le plus grave là-dedans, mine de rien, c'est que cette vérification crée un paradoxe. Pour protéger les enfants, elle oblige les mineurs à transmettre leur visage à une plateforme étrangère, confiant et exposant des données parfois quand même ultra sensibles à un risque de fuite en cas de piratage ou encore à de l'exploitation de ces données pour d'autres usages à la discrétion de ces plateformes. Parce que voilà, des fois, elles sont quand même pas mal étrangères. Votre serviteur est allé voir une de ces plateformes de vérification d'âge utilisée notamment pour un site de porn depuis la France, et elle affichait fièrement être certifiée ISO 27001 et utiliser TLS pour assurer la confidentialité des données échangées. On est Nous rassurés. sommes sauvés. Moi, je vais dormir ce soir. Ouf, j'avais eu peur. Je trouvais l'information était cocasse, un peu légère, mais mine de rien, ça arrive quand même pleine balle en France, hein, parce que pour le moment, ça s'applique pour quelques sites actuellement, mais ça va venir de plus en plus fort potentiellement dans les mois et années à venir. Voilà. Et, je relève juste un truc de ce que tu as dit qui me paraît dingue, c'est-à-dire qu'en Angleterre, là, dans le cas que tu précises, c'est que si les mecs ils mettent une date de naissance qui est fake, donc en gros qui a plus de 18 ans ou plus de l'âge légal du pays concerné, ils n'ont pas le contrôle à effectuer. Non, apparemment, c'est en plus la technique number one, hein, sur le panel. Évidemment, pour se chercher à mettre en place un VPN, à se dessiner des moustaches, il suffit juste de dire qu'on est né avant 18 ans, quoi. Sur le panel, il y en a près de la moitié des gamins du coup, qui disent que c'est facile à contourner. Je trouve ça assez fou d'avoir une loi comme ça qui demande en plus du biométrique, tout ça, mais le simple fait de changer la date de naissance, ça revient à dire est-ce que vous avez 18 ans ou plus? Oui. Moi, sur le volet privacy, ça me rassure à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que du coup, ça rend la loi complètement inutile, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais ça veut dire quand même que ça évite que tout le monde doive finir par mettre sa tronche sur de la biométrie gérée par un prestat, voire même quelqu'un qui n'est pas du tout souverain. On en parlait un petit peu la dernière fois avec Persona, qui est dans le giron de Peter Thiel. Limite, moi ça me rassure, je préfère ça. Parce que c'est toujours le risque avec ce type de réglementation. Je dis pas que ça part pas d'un bon sentiment, mais quand tu commences à imposer ça à toute la population, tu te mets à devoir vérifier tout le monde, quoi. Totalement. Bon, après, là, il y a peut-être encore une zone de flou dans le sens où, mine de rien, c'est imposé depuis juillet 2025, donc il y a peut-être encore la transition qui font qu'ils lèvent le pied là-dessus, ce qui fait qu'il y en a qui ont pris de l'avance sur le biométrique et d'autres non. Je pense que ça va plutôt se corser sur les mois à venir, vu les sanctions en tout cas qui sont proposées. Je pense que ça va bouger assez rapidement. En tout cas, merci messieurs pour cette revue d'actu, ma foi, complète. Je vous propose de passer directement à la chronique longue. Les supply chain attacks, c'est la mode ou quoi? Voilà. Le podcast vient de prendre un tournant inédit, là. Ah ouais, non, j'adore. Non, mais parce qu'on s'adresse à un nouveau public. Ah non, mais j'ai vu des étudiants il n'y a pas longtemps, voilà, j'essaie de m'adresser à tous les publics. Fais gaffe, quand tu dis ça, tu fais tellement vieux. Je sais. Quand on a à peu près le même âge, je suis pas super fan quand tu fais ça. Ah, c'est chiant, hein. Ah ouais, non, mais bon, je commence à avoir des postures de vieux. T'as vu ma barbe? Et toi, c'est pas du crayon. Ah, c'est pas du crayon. Non. Quand il arrive sur le site ne lui demande pas son âge. Il dit c'est bon, passe, vas-y. Bon, non, c'est bon. Ah non, vas-y. Pas de souci. Voici toutes les catégories qu'on propose. Bref, plus sérieusement, imaginez, vous voulez faire une mise à jour de votre logiciel préféré. Vous allez vérifier dans les paramètres si une mise à jour est disponible.
Ou alors, vous allez directement sur le site de l'éditeur télécharger la dernière version quand ce n'est pas directement votre logiciel qui vous affiche en gros au démarrage qu'une nouvelle version est sortie et qu'il vous propose de l'installer sans que vous n'ayez rien à faire. Et si derrière cette mise à jour se cachait non pas l'éditeur mais un attaquant, voire même un groupe d'attaquants entiers. Et ça, c'est ce qu'on appelle une attaque de chaîne d'approvisionnement ou plus communément appelée à l'international la supply chain attack. Les attaques de ce type se multiplient pas mal ces dernières années et semblent particulièrement pratiquées ces derniers mois. On va explorer ça tous ensemble, en commençant notamment par un petit historique de ce que c'est finalement une supply chain attack. Alors déjà, bon, en tant que professionnel de la cyber, j'ai l'impression de voir très souvent dans ma veille des exemples de supply chain attack plus ou moins graves, mais en tout cas suffisamment pour qu'on en parle. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti, vous messieurs. Oui, je crois qu'on en a même parlé le mois dernier, et puis il y a 2 mois, et puis je crois il y a 3 mois. Possible. Oui. La veille parle beaucoup de ça. Ouais, mais du coup, ouais, donc c'est peut-être pas qu'un ressenti, effectivement. Hein, donc, mais ça existe depuis quand, finalement, cette petite merveille d'attaque? Eh ben, si on creuse un petit peu, ça existe depuis potentiellement un petit moment. Déjà, une définition que je trouve intéressante, notamment de l'ENISA, l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, définit une attaque de chaîne d'approvisionnement quand il y a au moins 2 victimes successives. La compromission d'un fournisseur, le code, le bill de certificat, un prestataire, bref, un peu tout ça souvent, est suivi d'une exploitation de la relation de confiance pour atteindre un ou plusieurs clients. Bref, au moins 2 victimes successives pour définir ça comme une supply chain attack. L'une des premières personnes qui évoque ce genre d'attaque, c'est Ken Thompson, le co-créateur d'Unix, qui évoquait déjà l'idée en 84 dans un papier nommé Reflections on Trusting Trust, qu'on pourrait traduire par réflexion sur la confiance de la confiance. C'est con, mais en vrai, c'est vraiment le fondement de ça. C'est-à-dire que lui se posait la question, le compilateur lui-même peut être modifié pour insérer une backdoor, même si le code source a l'air propre. Et donc ça met en évidence un problème fondamental. Même si le code source semble sain, les outils et les chaînes de build utilisées pour produire les binaires peuvent être corrompus, ouvrant la voie à des attaques en amont sur la chaîne logicielle. Il avait tout bon, le Ken Thompson, en 84. Oui, parce qu'il a fait Unix, mais c'est aussi, je crois, le créateur du langage B, qui est le précurseur du langage C. Donc c'est pour ça que quand il parle de compilateur, il s'y connaît un peu. un petit peu le monsieur, oui, effectivement. Contexte, mine de rien, de l'informatique des années 80-90, finalement, on était sur un terreau ultra fertile à ce qu'on connaît actuellement en termes d'attaque. Dans le sens où dans les années 80-90, on était sur des systèmes qui étaient... on allait de plus en plus vers l'interconnexion de systèmes. Au début, on était surtout donc, sur du PC avec du réseau local, et voir s'il y avait du réseau local. Des fois, il y avait juste des PC qui n'étaient même pas connectés entre eux. Le token ring. Le token ring, tout à fait. Le X25, toutes ces choses-là. Bref, en tout cas, on allait dans des systèmes de plus en plus interconnectés, mais qui restaient peu sécurisés parce que la priorité était donnée à la fonctionnalité plutôt qu'à la sécurité. Oui, en effet, pour avoir connu un peu cette époque-là quand même, oui, on s'en foutait totalement de la sécurité. Est-ce que tu veux dire que ça a changé ? Maintenant, on le dit. Maintenant, on dit qu'il va y avoir de la sécurité. Surtout, c'est que là, il finit d'enterrer le fait qu'il est vieux. Pour avoir connu cette époque-là. Hein, les jeunes. Ensuite, on a eu les années 2000-2010 où on élargissait déjà la notion de chaîne, parce que là, on commençait à avoir une généralisation d'Internet et de l'externalisation du service, notamment parce que de plus en plus d'entreprises passaient par des fournisseurs d'infrastructures, passaient par des prestataires de services managés, des fabricants d'équipements d'origine, notamment pour ceux qui font du matos informatique. Donc, on va passer par différents prestataires pour construire et assembler un PC en bout de chaîne. Donc, mine de rien, la notion de chaîne d'approvisionnement commençait à vraiment se construire et à devenir by design, finalement, dans ces années-là. Jusqu'à les premiers cas supply chain attack documentés. Ça commence dès 2013 avec le cas qui est là en plus l'une des plus grosses attaques justement de ce type-là, qui est sur l'enseigne de magasins de grande distribution Target, une enseigne US, où les attaquants compromettent un prestataire de climatisation qui avait accès au réseau de Target pour la télémaintenance des climatiseurs et qui pivote jusqu'aux caisses et déploie un malware pour voler 40 millions de cartes bancaires en tout, soit environ 200 millions de dollars de préjudice
pour Target. Et on enchaîne après avec aussi NotPetya qui, lui aussi a été encore plus massif en termes de dégâts, dans le sens où là, on était carrément donc sur un ransomware qui s'est déployé via un logiciel de compta ukrainien. C'est parti de l'Ukraine et ça s'est déployé tellement vite parce que ça a utilisé notamment Eternal Blue, une des failles les plus mythiques en fait, développées par la NSA, qui visait Windows et qui pouvait se propager extrêmement vite. Et là, en tout, on était sur 10 milliards de dollars de dégâts estimés à travers le monde. Est-ce que vous en avez, vous, après, de votre côté, des attaques qui vous ont un peu marqué, messieurs? Oui, clairement. Il y a, moi, une que j'évoque souvent, c'est celle de SolarWinds en 2020. Donc là, on est sur un logiciel qui est injecté dans le logiciel Orion de SolarWinds. Et puis, on en a une qui est en cours depuis un petit moment parce que ça a démarré en 2025, mais ça continue même encore il y a quelques jours. C'est Shai-Hulud, dont vous avez peut-être entendu parler. Cette fois-ci, s'attaque donc à des dépôts de librairies. Pour certains langages de programmation, donc notamment Node au travers de NPM. Donc tout un tas de packages qui sont compromis et qui derrière se déploient dans les logiciels qui utilisent ces librairies tierces. Bref, oui, c'est très à la mode actuellement. Puis si on parle d'NPM, t'as Axios aussi qui s'est fait compromettre il n'y a pas très longtemps. Et là, c'est carrément un des modérateurs officiels de la librairie Axios qui s'est fait compromettre lui. Et du coup, par ce biais-là, les hackers ont eu accès à son laptop et ils ont pu introduire des fichiers malicieux, mais dans le vrai package, effectivement, que tu pouvais télécharger avec les mises à jour. C'est ça. Ça date d'avril. Donc c'est vraiment... C'était le mois dernier, quoi. Et je crois que c'était en mars, on parlait d'Aqua Security qui s'était fait casser via Trivi. Et je crois que c'était le mois dernier qu'on parlait de Vercel qui s'était fait, pareil, attraper par un prestataire qui s'était fait lui-même attraper. Donc oui, non, c'est à la mode. Oui, plutôt, là-dessus, on est d'accord. Alors justement, comment qu'on fait pour se protéger un peu de ça, mine de rien? Parce que, ça fout les jetons. On se dit: mince, comment je fais moi? J'ai un prestataire ou un fournisseur qui me fait tel service, mais moi je peux pas, aller vers lui pour essayer de me protéger de ça. Et comment je fais moi pour vérifier des paquets qui viennent de repos, Ubuntu, de machin? Bref, mais il y a des solutions qui existent. Et puis tiens, Yohan va nous en parler déjà pour comment on fait pour se protéger. Oui. Alors Yohan, comment on fait pour se Dis-nous, protéger? comment on fait? Dis donc, Yohan, comment on fait pour se protéger? Si c'était si facile, tout le monde le ferait, hein, déjà. Oui. Oh là, le podcast. L'épisode 5, ça y est, il n'y a plus de DA. Plus rien du tout. Oh là là. Non, mais non, c'est vrai, dans le sens où là, donc moi, dans ce que je vais évoquer, on est plutôt sur comment protéger du logiciel qu'on développe soi-même. Mais c'est vrai que, par exemple, dire est-ce que je dois faire confiance, par exemple, j'ai mes serveurs sur Debian, est-ce que je dois accepter toutes les mises à jour venant de Debian? Bon, c'est un peu compliqué de dire, je vais relire chaque paquet à la main, valider que c'est la bonne version, etc. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on veut se protéger de ce type d'attaque, et en fait déjà il faut inventorier, il faut savoir de quoi on est dépendant. Donc tu parlais du livre de Ken Thompson qui disait c'était sur la confiance de la confiance, c'est ça? J'ai plus le titre en tête, mais typiquement c'est ça. Donc en fait, par exemple, quand on développe un logiciel, on va parler de SBOM, c'est Software Bill of Material, c'est être capable de lister l'intégralité des dépendances que l'on a et les versions auxquelles on est installé actuellement. Donc pour ça, il y a des logiciels, OWASP, Cyclone DX, SPDX, ou des langages qui l'intègrent directement. C'est-à-dire que si vous utilisez du JavaScript, du TypeScript, vous allez avoir ce qu'on appelle le packages.json qui a donc toutes les dépendances dedans. Si vous utilisez du Python, on a tendance à utiliser des choses comme PyPX, PyPy ou des choses comme ça avec un requirements.txt qui liste tout ça. Bon, je vais pas faire tous les langages, mais en gros, ils ont quasiment tous une manière de lister ces dépendances. Mais déjà, le premier point, c'est vraiment de lister ça. Donc là, on est sur du logiciel, mais vous pouvez le faire aussi juste sur des prestataires ou sur des softwares sur lesquels vous êtes dépendant. Une fois que vous avez cette liste-là, le point qui peut être important, c'est de faire ce qu'on appelle du pinning. C'est-à-dire qu'en fait, on vient bloquer la version qu'on utilise sur une version de confiance. C'est-à-dire que
Pour faire simple, on ne télécharge pas à chaque fois la dernière version. Si, par exemple, je sais pas, on parlait d'Axios, si vous avez développé votre logiciel Axios et que, je sais pas, à un moment c'était la version 2.30, je sais absolument pas quelle est la version actuelle de Axios, mais disons que c'est la 2.30, et vous le mettez dans votre code, c'est la 2.30. Et en fait, il faut que ça soit une action manuelle de la part du développeur qui dit je viens d'activer la mise à jour vers, par exemple, la 2.32. Et comme ça, c'est pas le logiciel qui automatiquement va venir graber la dernière version sans que vous soyez au courant. Donc ça, c'est un des points les plus importants. Et surtout, faut pas oublier, ça on a tendance à le faire sur les langages qu'on utilise, on va dire, sur du back-end, mais il faut aussi le faire sur les langages, sur les librairies qu'on va charger sur ce qu'on appelle le front-end. Par exemple, aujourd'hui, quand vous développez un site web, on a de plus en plus tendance à utiliser ce qu'on appelle des CDN pour distribuer les librairies. Donc typiquement, utiliser le CDN de Google, de Cloudflare, etc. pour distribuer des fonts, enfin des polices d'écriture, certaines librairies connues, je sais pas, jQuery ou quoi que ce soit. Bon pareil, ça, il est possible de venir bloquer une version particulière et même d'intégrer, on va dire, dans le code HTML, un hash. C'est-à-dire que en fait, vous venez dire clairement au navigateur, voilà la librairie que tu dois aller chercher en ligne, voilà la somme qu'elle a en son hash. Si ce n'est pas la même, tu annules le chargement parce que ça veut dire que c'est pas la librairie que j'ai demandé. Voilà, ça c'est souvent oublié, mais en tout cas c'est des choses qui peuvent être faites assez rapidement. Le but donc c'est de toujours avoir un temps d'attente entre le fait de mettre à jour et le fait de ne pas mettre à jour directement, tout simplement, ou en tout cas essayer d'avoir le temps de relire, surtout quand c'est pas des mises à jour de sécurité. Si c'est que des mises à jour de fonctionnalité, parfois il vaut mieux attendre un peu pour être sûr que ça vaille le coup de faire l'upgrade. Et enfin, on peut utiliser donc par exemple des solutions de scan en continu. Si vous utilisez du GitHub, enfin si vous êtes sur du projet open source, il y a tout un tas de logiciels qui ont des versions gratuites, Dependabot, Renovate, Trivi dont on parlait il y a quelques mois. Bref, tout ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place pour scanner automatiquement vos dépendances et dire s'il y a un problème ou non, et s'il y a une mise à jour qui doit être faite ou non. Et tout ça, c'est pour le minimum, va dire, vital, pour quand vous avez pas d'équipe dédiée, quand vous êtes un peu tout seul, petite boîte, enfin bref, c'est vraiment le minimum du minimum pour commencer. Là, c'est vrai que dans ma description, ça paraît long, mais en fait, c'est des choses qui sont assez rapides à mettre en œuvre, c'est super bien documenté, donc oui, là, on est vraiment sur le minimum. Après, le niveau un peu plus avancé, par exemple, c'est de mettre en place un proxy ou ce qu'on appelle un miroir interne. C'est dire, par exemple, les librairies, je les télécharge sur le proxy avant que le logiciel vienne les télécharger. Ce qui fait que du coup, même si les devs font n'importe quoi, par exemple, ne pin pas la dernière version de la librairie, et en fait, c'est typiquement l'équipe sécu ou l'équipe infra qui, elle, gère les mises à jour et du coup peut les amener au compte-gouttes. Donc voilà, ça évite de toujours avoir les dernières versions, même quand les devs font pas forcément gaffe. Un autre point qui peut être mis, donc là c'est plutôt sur de l'infra, pour ne pas accepter toutes les mises à jour de manière auto, parce qu'on parlait de compromission de CI tout à l'heure, donc d'intégration continue, et en fait, par exemple, c'est d'obliger la signature des éléments que l'on déploie. Ce qui fait que même si la CI est compromise, faut en plus avoir les clés de signature. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas facilement possible, mais en tout cas, ça oblige à valider que le code qui a été mis en prod a été signé. Et du coup, ça évite que quelqu'un puisse venir interférer, modifier le code, le pousser et que ça parte, quoi. Donc voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être mises en œuvre. Mais de manière générale, il y a aussi tout un tas d'articles dispo sur Internet pour venir sécuriser toutes les recettes d'intégration continue. Donc que ça soit sur GitHub, GitLab, Gitee, Bitbucket, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, des systèmes de CI, il y en a alors je vais peut-être pas dire des centaines, mais il y en a plusieurs dizaines sur le marché, qui ont tous leur manière de fonctionner, qui ont tous leur syntaxe et leur configuration. Voilà, en fonction de si vous avez des GitHub Actions, si vous avez de la GitLab CI, etc. Il y a des choses à vérifier.
parce qu'il ne faut surtout pas faire n'importe quoi avec son intégration continue. Et d'ailleurs, je vais laisser un peu la parole à Clément sur le mode avancé, parce qu'en fait, tout n'est pas forcément que technique. Donc, il y a aussi une partie plutôt gestion des tiers, gestion des dépendances. Là-dessus, je te laisse en Ouais, parler. puis ce qui est le plus compliqué, parce que là, t'as traité plein de trucs techniques. Alors, c'est compliqué pour l'équipe technique parce que c'est pas elle qui les utilise directement, tel package, software, machin, etc. Donc il faut arriver à faire cet inventaire, à savoir ce qu'on a, mais on peut agir directement, comme tu disais, pour bloquer des versions, etc. Quand on passe par un sous-traitant ou un fournisseur de solutions, donc qui nous rend un service à proprement parler, bah là c'est beaucoup plus compliqué puisque on a difficilement la main pour couper eux les accès qu'ils peuvent avoir ou ce qu'ils peuvent faire et autres. Donc souvent, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est souvent le plus gros problème, c'est déjà d'arriver à cartographier. Alors, tous les prestataires qu'on a, ça peut se faire assez facilement, parce que souvent, on a quand même des factures, des contrats. Vraiment, on sait à peu près avec qui on travaille. Maintenant, après, arriver à cartographier. Qui a accès à quoi? Dans quel sens? Est-ce que c'est nous qui fournissons l'info? Est-ce que c'est eux qui viennent la chercher? C'est-à-dire qu'on a ouvert des flux. Qu'est-ce qu'ils traitent? Qu'est-ce qu'ils stockent? Comment est-ce qu'ils traitent? Etc. Bah là, c'est souvent un travail qui est beaucoup plus compliqué et surtout en fait à maintenir. Déjà, il faut aller chercher l'info, il faut la maintenir dans le temps, il faut la mettre régulièrement à jour. Et c'est ça en fait le plus compliqué. Et c'est ça souvent qui pose un peu problème, hein, parce que comme tu le disais, hein, la supply chain c'est aussi ça. En fait, c'est parfois c'est le prestataire qui se fait taper et parce que le prestataire a des accès plus ou moins privilégiés au SI d'une très grosse structure, et les hackers remontent par ce biais-là, et au final, la forteresse est tombée par le gars qui l'a réapprovisionné en nourriture. Si C'est ça. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure en off, mais c'était avant de parler de supply chain, on parlait de watering hole attack, qui était la technique du point d'eau, justement. C'est là où tout le monde va boire, donc les systèmes de mise à jour, hein, techniquement. C'est vrai que là-dessus, c'est violent. Mais là-dessus, ça a aussi évolué parce que, bon, là, moi, j'ai parlé de l'aspect se protéger côté logiciel, mais par exemple, il y a de plus en plus de boîtes qui passent par exemple, des SOC externalisés. Donc, c'est bien, hein, déjà, avoir un SOC, c'est top. Mais c'est aussi potentiellement donner les clés de son entreprise à un prestataire. Parce que, en fait, un EDR, aujourd'hui, ça peut isoler des PC, mais ça peut aussi exécuter éventuellement des commandes sur ces PC-là. Ouais, tout à fait. Donc, après, on peut espérer que les SOC, certes, externalisés, soient pas les plus faciles à pirater. Disons que si je suis RSSI, je vais avoir plus de crainte sur mon fournisseur, qui n'est pas mon fournisseur de SOC, mon fournisseur de CERT. Normalement, le niveau de maturité en termes de cyber est quand même censé être très élevé, plutôt que mes autres fournisseurs, où là, typiquement, on l'a vu plein de fois, des articles qui sortent dans la presse avec... tel gros opérateur télécom s'est fait pirater les données de... Et puis il y a 2 millions de clients qui sont concernés. Pourquoi que 2? Est-ce que les pirates se sont dit non, mais bon, ils ont des dizaines de millions de clients, mais on va en prendre que 2 parce qu'on est des salauds, mais on n'est pas non plus des trop gros salauds. En fait, non, c'est souvent c'est plus facile de parler du gros opérateur télécom, dans mon exemple, qui est connu de tous, que de son sous-traitant complètement inconnu au bataillon, parce qu'en fait, c'est les sous-traitants qui s'est fait taper. Et il avait des données clientes pour telle ou telle raison, etc. Parfois qui n'ont pas été nettoyées depuis 5-10 ans et qui n'ont même plus lieu d'être là, mais c'est comme ça. Et donc c'est ça le plus compliqué. Alors là, on prend le volet gouvernance, hein, l'arsenal, qu'est-ce qu'il y a souvent? Il y a tout ce qui va être questionnaire de sécurité, ça c'est un grand classique dans le monde des RSSI, de devoir à la fois soit faire remplir des questionnaires de sécurité aux sous-traitants, ou quand tu es toi-même le RSSI d'une boîte qui fait de la sous-traitance ou qui fournit des services ou des solutions, de toi de remplir très régulièrement des questionnaires de sécurité. Ça permet souvent en fait aux personnes de savoir déjà si le niveau sur le papier est suffisant par rapport aux données qu'on va fournir. Et puis maintenant, de toute façon, avec les nouvelles réglementations qui arrivent, donc la NIS 2 et aussi DORA pour le secteur financier, on met un point d'orgue justement à ce que les grosses entités qui vont être soumises à ces réglementations-là commencent à être aussi un peu plus attentives sur leurs sous-traitants. Et donc, on va leur demander de la démontrabilité. C'est-à-dire qu'on leur demande pas de sécuriser leurs sous-traitants, parce que c'est pas leur métier, mais on leur demande de prouver qu'ils font un minimum d'actions pour justement se protéger face à cela. Oui, ça, de toute façon, je crois,
que Dora et Nice 2 sont déjà en œuvre. Hein. Alors Nice 2, transposition droit français, je crois pas, parce que l'assemblée c'est encore un peu compliqué. Par contre Dora, oui, c'est déjà. Oui, ça, Dora, c'est déjà appliqué. C'est pour ça. Je confirme, tous les bancaires avec qui je bosse, ils sont dessus. Ah ouais, mais en tout cas, oui, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, la couverture sur ce type de risque, elle est de 2 points. Il y a le côté technique, quand c'est nous qui créons un peu, on a la main sur les tiers. Et puis, il y a les tiers qu'on utilise parce qu'on est dépendant d'eux. Ça, c'est autre chose. Et là-dessus, ouais, ça demande un peu de taf. Un peu de taf, surtout comme je disais, c'est que on est vraiment sur la convergence de métiers. Et mine de rien, faire travailler tout ce beau monde ensemble, c'est pas forcément évident. Donc on a encore une belle autoroute côté attaquant, parce que voilà, je pense d'ici là, ce qu'on soit suffisamment, qu'il y ait assez de maturité pour commencer à intégrer ce genre de process et de renforcement au niveau d'entreprise, même les plus grands. Hein. On a encore la CISA qui nous a prouvé que les cordonniers les plus mal chaussés, on connaît. Et c'est pas le patron de la CISA qui avait un abonnement de ChatGPT avec des documents sensibles dedans. Aussi, ouais, c'est bien ça. Hein. Ouais, donc c'est compliqué. On en a la parlé CISA. aussi, je crois. Entre le patron de la CISA et le patron du FBI qui, pareil, s'est fait péter son Gmail perso, et il y a eu des leaks dans tous les sens et Voilà. tout. Ouais. Mais oui, bon bref, du coup, on divague, mais en tout cas, c'est vrai que on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc, si jamais vous avez envie d'aller dans la DevSecOps et de vous reconvertir parce que l'IA va votre travail, allez-y. Hein, je pense qu'il y aura encore beaucoup de travail à ce niveau-là. En tout cas, merci messieurs pour ce petit tour d'horizon. J'espère que ça aura été clair pour vous, chers auditeurs. Et puis, je vous propose qu'on se fasse une petite section recommandations pour finir l'épisode en beauté. On va commencer, par toi, Clément. Qu'est-ce que tu as fait ces dernières semaines en dehors du travail? Oui, parce que sinon, c'est pas drôle. On va encore reparler IA. Non, moi, je vais recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Blitzstream. Pour ceux qui aiment bien les échecs, c'est un Français qui fait beaucoup de contenu pédagogique. Le mec est haut level parce qu'il a 3000 Elo, c'est le classement des échecs. 3000, tu commences à largement peser dans le game. Et voilà, et moi je suis péniblement en train d'essayer d'atteindre les 1000 Elo, tu vois, pour te donner l'idée. Du coup, théoriquement, 3 fois moins fort que cet homme-là. Mais chaîne très intéressante. Il fait des runs pédagogiques. Comment tu passes de 200 à 500, de 500 à 1000, etc. Et il te fait même des vidéos thématiques sur des ouvertures et autres. Donc voilà, pour ceux qui aiment les échecs et qui ont envie de progresser, franchement, si vous connaissez pas déjà cette chaîne-là, allez-y, les yeux fermés. Ok, moi je connaissais pas du tout pour le coup. Johan, qu'est-ce que tu as fait toi de beau ces dernières semaines? J'ai eu du mal à trouver un truc parce qu'en gros ma vie c'est le boulot en ce moment, et quand je fais pas de boulot, je développe des trucs pour le boulot. Donc voilà. Donc non. Par contre, non, et quand je suis pas sur du taf, je suis sur YouTube. Donc voilà. Et donc non, ce que j'allais recommander, c'est une chaîne qui fait des vidéos longues. Alors faut aimer perdre beaucoup de temps sur YouTube. Moi je mets souvent ça en fond ou alors pour m'endormir, mais c'est la chaîne de quelqu'un qui s'appelle Jadencore. Je sais pas si ça vous parle. Peut-être toi, Flo, je crois qu'on en avait discuté. Jadencore, c'est un gars qui fait pas mal de rétrospectives sur des séries un peu mythiques du jeu vidéo, principalement les RPG. Et donc, il a fait notamment des rétrospectives sur The Elder Scrolls, sur Fallout, sur Fable, enfin bon, ce genre de choses. Il est vraiment spécialisé RPG. C'est des vidéos qui durent minimum 1 heure. Par exemple, je crois que la rétrospective sur Fallout, elle dure 7 heures. Mais c'est blindé de détails, ça explique les secrets de développement un peu de chaque logiciel, le contexte dans lequel ça a été fait, les systèmes de jeu. Il y a des interviews des développeurs et tout, c'est ultra intéressant. En tout cas, si on aime le domaine, et les RPG parfois un peu sombres, mais en tout cas, c'est vraiment top. Et c'est français, enfin c'est francophone. D'habitude, on a l'habitude d'avoir ce genre de vidéo, soit par des créateurs américains ou en tout cas anglophones. Et là, avoir ce niveau de qualité français, c'est très très cool. Donc voilà. Jadencore, donc regardez ça, c'est Jadenkor. Je plus sois. Le travail documentaire est assez fou et puis bien écrit, bien monté.
Franchement, c'est ultra quali, c'est hyper bien. Et malgré le fait que ça soit 1 heure de vidéo, très clairement, c'est bien rythmé. Ce qui fait qu'on ne s'endort pas. Enfin, voilà. Ça me rappelle un podcast d'ailleurs. C'est ta reco d'ailleurs, Flo. Toi, tu viens de recommander un. Alors, oui. Non, mais du coup, plus sérieusement, moi, je vais vous recommander. La dernière fois que je vous avais recommandé une série, je vais encore vous recommander une série. Et ben, ce sera notamment la toute dernière saison de la série Scrubs. Alors, elle est bien ou pas? Parce que moi, je suis mordu de justement, Scrubs. alors, étant aussi un mordu de Scrubs qui est tombé dessus totalement par hasard à sa première diffusion sur M6, du coup, il y a une vingtaine d'années maintenant, si je le recommande, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est totalement du Scrubs, mais remis au goût du jour, où même ils arrivent à se moquer d'eux, justement, sur cette partie qui a un peu vieilli, mine de rien, avec le temps. Ça se regarde super bien, ça a gardé vraiment les décors, la dynamique, le rythme, tout est super bien retranscrit. L'alchimie entre les persos fonctionne encore super bien. Et d'ailleurs, une saison qui laisse suggérer potentiellement de la suite, en plus. Et franchement, je serais très chaud pour voir la suite parce que voilà, je savais pas quoi m'attendre et tout ce que je demandais, c'était est-ce que ce soit à minima bien, que ce soit respecté. Pour moi, la mission est totalement remplie à ce niveau-là. Et en gros, une série qui est restée ancrée un peu dans son ADN de base, mais remis au goût du jour et de très belle façon. Donc, ce sera Marocco pour ce mois-ci. Et ce sera sur ces mots que nous allons finir l'épisode du mois de mai pour Backslash. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné pour tout cet épisode. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, et de continuer à nous suivre. Nous venons d'arriver à 1000 followers sur Instagram. Ouh. Truc de fou. Et ouais. Voilà, depuis le début de l'année. Qui le crut, voilà. Donc voilà, maintenant en tout, si on prend un peu tous les médias, on est un peu plus de 1000 maintenant dans la communauté officiellement de Backslash. Merci encore pour vos retours, ça nous fait toujours chaud au cœur et on continue d'en prendre note et puis justement pour continuer d'améliorer le podcast au fur et à mesure afin qu'il corresponde aussi à vos goûts. En tout cas, voilà, nous on a toujours plaisir à les lire. Et avant de finir, continuez à nous suivre sur les réseaux si ce n'est pas déjà fait, sur Spotify, Deezer, sur YouTube, Insta, TikTok, LinkedIn éventuellement aussi. Bref, vous pouvez nous suivre à peu près partout. Et sur ce, nous, on se retrouve au mois prochain pour le prochain épisode de Backslash. Salut et bonne soirée. Salut. Salut, bonne soirée.